Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! that is just, The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley-Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Un podcast un peu particulier aujourd'hui parce que on sera sans Greg qui a malheureusement eu un petit ennui de santé. On espère que ça va bien se passer pour lui, mais Malo est avec moi. Salut Malo, et on va parler avec toi du début de saison des Suns. Comment ça va? Ça va plutôt bien, là. Chance d'être en forme, on va dire, mais en tout cas, c'est ça, on va parler un petit peu des Suns de ce début de saison pendant, on va voir, une heure, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on va voir. Mais en tout cas, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le début de saison avec toi, donc Rodolphe. Peut-être laisser introduire justement ce très beau programme. Ouais, carrément, parce qu'effectivement, on a vu un début de saison, on peut le dire réussi de la part des Suns avec 6 victoires et une défaite là sur les 7 premiers matchs. Pour autant, tout n'a pas été parfait non plus. Et d'ailleurs, la plupart de ces victoires ont été acquises, on va dire dans la douleur, au moins dans une certaine mesure. Comme tu dis, on va aborder ça sous différents angles. Peut-être que d'une manière générale, oui, on peut rappeler que dans ce bilan, donc on avait commencé par une victoire en prolongation dans le premier match de la saison à l'Intuit Dome, donc la nouvelle salle des Los Angeles Clippers. À la suite de ça, il y a eu notre seule défaite donc de la saison face aux Lakers au Staples Center, je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais voilà quoi. Donc toujours à l'extérieur, et ensuite du coup 5 victoires consécutives, dont 4 à domicile. Mais surtout, enfin voilà, d'une manière générale, des prestations qui sont pas allées crescendo, on peut pas vraiment dire ça, puisqu'en fait finalement le match le plus réussi de toute cette série de victoires là, c'est le premier contre les Mavs, donc un match où Bradley Beal était absent pour une blessure à l'épaule, je crois, et un match que les Suns ont vraiment maîtrisé de bout en bout, et c'est le seul en fait dans toute cette série là de victoires qu'ils ont maîtrisé de bout en bout, puisque ça a été un peu les montagnes russes contre les Lakers et les Clippers sur les 2 victoires suivantes. Ça a pas non plus été incroyable face à Portland, même s'il y avait une large avance dans le troisième quart-temps, mais qui a été complètement dilapidée dans le quatrième quart-temps. On a cru revoir de Suns de la saison dernière sur ce match-là contre les Blazers. Et finalement, donc le match de la nuit dernière contre les Sixers, que j'ai pas encore vu moi personnellement, mais qui, ne serait-ce que par le score, 118-116 je crois, en tout cas victoire de 2 points, a été chaud, a été serré. Toi, comment tu juges ce début de saison? Effectivement, voilà, sans avoir de vrai blowout, l'équipe a continué d'enchaîner les victoires dans des scénarios un peu différents, mais on a vu aussi beaucoup de défauts, quoi, on va dire, beaucoup de lacunes, normal. Ouais, je pense que c'est tout de même bien parce que au-delà du contenu, engranger les victoires, ça reste très important, surtout dans cette jungle de conférence Ouest. Et mine de rien, déjà, on a un bon bilan, 6 victoires et une défaite, même si les adversaires, c'est pas forcément les favoris, les gros cadors de cette ligue, c'est quand même pour la plupart des équipes qui vont tourner autour des 50% de victoires. Je pense que c'est pas trop s'avancer à dire ça, donc ça reste important d'aller engranger ces matchs-là. Et si on arrive à gagner en ayant beaucoup de marge, je pense que c'est encore plus prometteur, en tout cas positif. À voir si on arrive à justement gommer un petit peu ces erreurs, cette marge, on va dire, essayer de la réduire un petit peu pour être encore plus performant. Mais voilà, dans une équipe où pas mal de joueurs ont changé quand même. En tout cas, il y a quand même le 5 qui a changé, il y a un nouveau coach, un plan de jeu qui est totalement différent. C'est jamais simple dès le début de directement être efficace
enfin dedans en fait. Et pour le coup, on voit par moment quelques très très belles choses. On voit aussi des défauts dont on va aussi en parler dans ce podcast. Mais en tout cas, je pense que le plus important, ça reste tout de même les victoires. Et en tout cas, c'est le cas pour l'instant. À voir si ça continue pour les prochains matchs. Mais en tout cas, pour l'instant, satisfait, voire très satisfait de ce début de saison. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse dans le sens où au-delà, comme tu l'as dit, hein, tu l'as très bien dit, au-delà du contenu qui est quand même déjà en lui-même assez intéressant, c'est extrêmement rassurant de voir que l'équipe arrive à trouver les moyens de gagner les matchs, comme on l'a dit un peu dans des scénarios différents, face aussi à des adversaires très différents dans ce qu'ils proposent sur le terrain. Donc effectivement, il y a aussi cette notion-là. Même si ça n'a pas été brillant dans ce match contre Portland, bah ils sont finalement pas revenus alors qu'ils avaient finalement, enfin, c'est pas passé loin. Hein, voilà, il y a eu une dernière possession, je crois, où une perte de balle de Devin Booker avec un layup qui est manqué, je sais plus par qui, Ouais, peut-être Money Grant, je crois, côté des Blazers où ça peut faire égalité à quelques secondes de la fin du match, quoi. Donc effectivement, c'est pas passé, le coup près est pas passé loin sur certains matchs, mais il y a eu cette espèce de mentalité assez intéressante, ne serait-ce que si on la compare à l'année dernière où on a eu quelques soucis dans le clutch. Là, dans le clutch, ça a été intéressant parce que c'est là qu'on est allé chercher les matchs, notamment. Alors je sais pas si t'as vu celui de cette nuit, mais il semble qu'il y a eu vraiment une grosse performance de ouais. KD dans le clutch. J'ai vu la fin. Ouais. Hmm. J'ai pu voir la fin de match. Ouais. Ouais. Et du coup, Et je confirme. je confirme que c'était vraiment un type de fin de match à accident où ça peut basculer d'un côté ou d'un autre, et c'est de notre côté que ça s'est passé, quoi. C'est ça. C'est ça. Des choses qui changent un petit peu comparé à l'année dernière, on va dire. Voilà. Et effectivement, Mais on oh, verra si sur la durée ça se confirme, parce qu'encore une fois, on avait ouais. aussi vu un très mauvais quatrième carton contre les Blazers. Mm. Mais d'une manière générale, ça sécurise beaucoup de choses, on va dire. Bon, C'est ça. il y a le classement pour se dire que déjà on a un petit joker ou deux par rapport à tous nos concurrents, parce que on va dire que l'équipe qui est devant nous, Oklahoma City, et qui n'a toujours pas perdu, 7 victoires, 0 défaites, eux ils sont pas tout à fait dans la même cour. A priori, ils sont quand même Ouais, censés carburer en tête de la conférence Ouest. L'idée c'est d'être juste derrière eux. Enfin voilà, en tout cas c'est d'être là où on est dans ce- actuellement. Donc on va c'est dire ça. que dans cette perspective-là, le départ est idéal. Sur le plan peut-être plus précisément, on va dire du terrain, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, on va dire, sur ce qu'on a vu là sur les premiers matchs? Est-ce qu'il y a une continuité déjà, enfin voilà, de match en match, un truc que tu retrouves et où tu te dis ah bah ça quand même c'est nouveau entre guillemets, mais effectivement lié à l'arrivée peut-être d'un nouveau coaching staff. Est-ce que tu vois une identité des Suns se dégager déjà là au bout de 6-7 matchs, enfin de 7 matchs maintenant? Oui et non, parce que d'un côté, on avait eu notamment dans la victoire contre les Mavs, tu l'as souligné que c'était notre plus beau match de la saison. On a eu, je trouvais, une force de régularité dans le match qu'on n'avait pas forcément la saison passée. Enfin voilà, la gestion des temps faibles à chaque fois, voilà, parce on a mené de 10 points, 15 points tout le match. Et les petites périodes où dès que les Mavs rentraient un 3 points, faisaient un stop, marquaient en contre-attaque derrière, bah en fait ça a été très très mal géré. Là où la saison dernière, on pouvait prendre un run en fait 15 points en 3 minutes et on sait pas pourquoi on menait de 10 points, on se retrouve mené et derrière on n'arrive pas à renverser. Et j'ai vu ça sur deux trois matchs contre les Lakers aussi, me semble, je sais plus. Il y avait une autre rencontre comme ça où on avait réussi à vraiment être régulier dans la rencontre et justement bien gérer les temps faibles en étant devant. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Ça a moins été le cas sur les derniers matchs, surtout contre Portland, on a parlé, où on fait une nouvelle fois un troisième quart-temps juste magnifique et que derrière on a failli tout gâcher en sabotant grandement. Donc pour ça, je pensais avoir peut-être vu un peu une nouvelle identité dans cette équipe. Mhm. Finalement, c'est pas le cas, ou pas encore le cas, je l'espère. Mais il y a quelque chose aussi que je trouve bien, c'est pas forcément lié directement à Budenholzer, même si l'utilisation des joueurs qu'il fait, etc., ça compte dedans, mais c'est le fait qu'on a vraiment une rotation plus grande, plus importante. Mhm. On n'est pas obligé de se contenter de notre trio et après prier pour qu'un joueur sorte du lot. Je pense notamment à Royce O'Neal qui est vraiment très 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 bon depuis le début de saison. Ryan Dunn qui a fait des gros matchs. Plumlee qui a fait de bonnes séquences. Euh, Grayson Allen aussi par moment. Donc voilà, on a ce corps un peu des joueurs 7 à 8, voire 9 avec Monte Morris parfois qui peuvent apporter
un positif pendant un match et c'est pas voilà, on enlève les titulaires, on essaie d'un petit peu de justement de gérer un temps faible potentiel et là où vraiment c'est l'entrée du banc permet un impact et permet de faire mal aux équipes adverses et c'est nouveau en tout cas je pense comparé à l'année dernière. Enfin, c'est ce qui m'a le plus marqué sur ces 7 premiers matchs. Je sais pas ce que Je suis assez t'en d'accord avec ça, penses. parce que moi, je t'avoue que en ayant regardé, bah, j'avais manqué le dernier épisode parce que j'étais en vacances, donc j'ai repris les 5 premiers matchs quasiment à la file, je les ai regardés en enchaînant, et c'était assez frappant à quel point en fait l'équipe commençait à trouver son rythme. Alors c'est aussi lié au fait que notre starting five, donc Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, KD et Youssouf Nourkic a eu quand même pas mal de difficultés. Donc sur les 3 premières occurrences, on l'a vu, donc les 2 premiers matchs puis le deuxième match contre les Lakers, où ils ont eu du mal à chaque fois à trouver le bon tempo dans le début de rencontre. Et en fait, c'est ensuite, Mm. à partir du moment où effectivement les rotations s'enclenchent et à partir du moment C'est où ça. des spécialistes défensifs entrent sur le terrain en la personne de Royce O'Neal ou Ryan Dunn, que la forme de l'équipe plus que vraiment son mode de fonctionnement évolue et il y a vraiment alors justement si on doit parler peut-être d'identité qui commence à naître ou quoi que ce soit, on voit qu'il y a beaucoup enfin en tout cas dans le sillage de ces 2 joueurs-là qui sont un peu les 2 grands bonhommes du début de saison. Alors Ryan Dunn c'est beaucoup moins le cas là, depuis 2 matchs où il est en délicatesse au shoot et où il a eu moins de minutes tout simplement sur les 2 matchs là contre Portland et contre Philly que précédemment, mais Royce O'Neal continue d'être très important là-dedans et en fait ils apportent non seulement de la solidité défensive, du playmaking défensif, parce qu'ils font des trucs sur le terrain, ils récupèrent des ballons, ils font des défenses énormes en one-one. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi une espèce d'énergie, une espèce de hustle qui vraiment contamine le reste de l'équipe Ouais, et qui clairement. en fait emmène derrière eux. Il y a un peu ce côté-là moi que j'ai trouvé, enfin, en tout cas se développer match Ouais. après match. Et en fait ça, je sais pas si ça va être l'identité des Suns cette saison, mais c'est très rassurant de voir que dès le début de saison, les joueurs ont compris enfin, notamment les stars de l'équipe, hein, on savait que Mm. Bill, c'était un peu son truc de toute façon. Booker, c'est selon les situations. KD aussi. On va Mm. forcément, en fin de saison dernière, c'était un peu moins le cas, mais il y avait eu cette scission, on va dire, dans le vestiaire. On sait qu'ils en sont capables, en tout cas, d'être dans le sol aussi et dans l'agressivité. Et en fait, on a besoin de ça en défense, puisque Mm. bah Ouais, clairement. on va en parler, on va en parler après, mais on a des problèmes de protection de cercle, on va dire, fondamentale Ouais. par rapport au roster. Donc on a besoin qu'il y ait une énergie communicative et inversement, c'est aussi le système de Bud en fait. C'est-à-dire que Aussi. on a fait ça pendant des années avec Milwaukee. T'as une attaque qui est en place, qui fonctionne bien, mais surtout en étouffant l'adversaire défensivement, en le laissant pas respirer, en récupérant le maximum. Donc c'est le fameux jeu de possession, mais c'est-à-dire que tu vas jouer plus de possession que l'adversaire, enfin voilà, pour l'outscorer au final. Et en fait, sans que ce soit fondamentalement un trait de caractère de tous les matchs des Suns depuis le début de saison, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un truc qui allait dans cette direction-là, et que de ce point de vue, bah, c'est assez intéressant. C'est un visage qu'on a quand même assez peu vu dans cette équipe l'année dernière, quoi. Mm. Donc Ouais, voilà, moi même les saisons précédentes, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était pas trop la mentalité de l'équipe. Alors même s'il y avait une excellence défensive aussi au meilleur de la période de la période précédente, on va dire, donc celle de Chris Paul, Michael et DeAndre Ayton, où il y avait, on va dire, plus d'équilibre, on va dire, et l'équipe savait exactement comment jouer le coup. Mais enfin voilà, elle était forte des 2 côtés du terrain. Il y avait pas trop de soucis sur ce sujet-là, mais c'était pas une équipe de dog. Et Mm. effectivement, il y a un C'est peu ça. ce côté-là et cette mentalité enfin cette mentalité, comme je disais, cette énergie qui est amenée par ces 2 joueurs, Royce O'Neal et Ryan Dunn. On a parlé aussi d'un élément, et je pense qu'on va pouvoir directement partir dessus, qui est assez intéressant là sur le début de saison, c'est la manière dont Bud teste son effectif, finalement essaye enfin multitude de line-up différentes là enfin après contraint et forcé parfois parce qu'il a eu dû composer déjà avec l'absence de Bradley Beal sur 2 matchs. Il a dû aussi composer avec l'absence en début de saison de Grayson Allen qui a eu un enfant et qui je crois aussi Ouais. avait un petit souci physique, mais donc qui est revenu là, qui est entré vraiment dans la rotation sur les 3 ou 4 derniers matchs. Donc au-delà de ça, on est vraiment dans une phase de test. Toi, comment tu juges le travail de Bud du coaching staff déjà par rapport à cette notion de line-up, parce que tu as commencé à en parler un peu juste avant, donc peut-être repartir un peu sur ce sujet-là des essais qui sont faits sur ce début de saison. Ouais, bah c'est ça parce qu'on a plus de joueurs qui peuvent apporter dans une rencontre et donc bah logiquement on a envie de tous les voir, en tout cas d'en voir une bonne partie, surtout dans des cas de figure différents.
Ça, j'ai beaucoup aimé. La blessure de Bradley Beal a, entre guillemets, pu permettre à Ryden d'avoir vraiment beaucoup de minutes parce que même s'il en a, il allait forcément en avoir parce que, bah, vu ce qu'il apporte, son côté défensif, puis tout le hustle dont tu as parlé à côté. Mais voilà, ça lui a permis bah, d'avoir ce temps de jeu décuplé, voilà, de passer à 20-25 minutes. Donc on a pu voir un vrai échantillon. On a vu Bud qui a tourné sur quelques matchs à 11 joueurs et notamment des fois où tous les joueurs disponibles ont joué à part Bol Bol dont il a parlé que voilà c'était vraiment qu'il y avait une concurrence très accrue et dont je serais pas surpris de le voir apparaître dans les prochains matchs voilà pour tester parce que voilà il est en phase de test, il est nouveau ici, l'effectif a été remanié donc c'est normal et je suis plutôt content surtout que bah, pour l'instant on voit que soit ça réussit soit il s'entête pas vraiment dans des choses qui ne marchent pas. Je pense notamment à Montemoris qui a un petit peu moins de temps de jeu sur les derniers matchs. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est juste que les line-up ne marchaient pas forcément parce que bah voilà, c'est pour plusieurs raisons qui ne sont pas forcément à cause de lui en fait, mais que bah ça permet par exemple d'avoir Booker avec des forwards ou sinon enfin voilà, on a vu un peu tout type de line-up, on a vu des line-up très très grandes avec Booker comme seul arrière, on a vu des line-up avec 4 gardes, Booker en tant qu'ailier fort. Donc voilà, il teste un peu tout. Il juge un peu, je pense, les forces qu'il a à sa disposition. Je pense qu'il a de quoi être plutôt satisfait pour l'instant. Euh, voilà, il y a peu de joueurs qui montrent vraiment des choses assez négatives. Il y en a peut-être un, voire deux et encore. Voilà, donc je pense qu'on a le même premier, mais voilà, mais en tout cas, voilà, même sur le Kanurkic pour le citer, bah, il arrive justement à aussi à la fois de sortir de la rotation, le mettre plus quand il est performant, parce que ça lui arrive quand même, ça reste quand même un bon joueur de basket malgré tout. Donc voilà, je suis plutôt content en tout cas personnellement des tests qu'il fait. Je trouve ça cohérent. Même si bah voilà, j'espère que dans 4 mois on n'est pas encore sur la même phase de test parce que ça commencerait à devenir inquiétant. Mais en tout cas pour un début de saison, surtout bah, vu notre bilan en fait, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, je me répète, mais je trouve ça hyper important de directement en faisant ces tests bah, d'avoir 2 victoires sur la plupart de nos rivaux en fait à l'Ouest. Voilà, je sais pas si toi tu as un autre point de vue sur ces rotations, hein, peut-être une rotation à joueur ou un truc que t'aimerais plus voir ou moins voir, je sais pas. Non, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis dans le sens où ce qui est très bien, c'est qu'on est à la fois dans cette phase nécessaire, on va dire, de test, de revue d'effectifs un peu et de revue de possibilités de combinaison de joueurs. C'est vraiment typiquement ça. Hein. Les line-up, c'est effectivement comment tu peux répondre à ce que t'offre l'adversaire avec ce que t'as en magasin. Quoi, il y a vraiment cette notion-là. Il essaye ça, ça fonctionne la plupart du temps. Enfin, en tout cas, ça fonctionne assez souvent. Il y a peu de line-up qui ont été vraiment en échec, mis à part Mm. pendant un moment en tout cas celle justement du starting five, mais ça va un peu mieux là depuis 2 matchs, donc on va en parler aussi après, mais bon ça sera plus pour la question du Kanurkic, mais plus généralement sur Bud et sa gestion de l'effectif. Oui, non, je suis globalement extrêmement satisfait de ce que je vois. La remarque que tu fais est très bonne, c'est-à-dire que c'est normal qu'on en soit là après moins de 10 matchs joués. Ce serait un peu plus inquiétant si rien ne se détache vraiment d'ici quelques mois. Pour l'instant, effectivement, en dehors du starting five, je crois qu'il n'y a aucune line-up qui a joué plus de 25 minutes. Ouais. Tout simplement, quoi. Ce qui en dit long sur le fait que voilà, on est vraiment dans des phases d'adaptation et de test, quoi. J'ai Oui. plus le chiffre, mais je crois qu'on était dans les équipes qui ont testé le plus aussi en termes de volume. Ah, je De... sais plus, il faudrait faire Ouais. effectivement. C'était il y a 2-3 matchs, donc à voir si ça a Bientôt, changé c'est ça. avec le retour de Bill, mais en tout cas, voilà, il teste C'est ça. notre commun Bud et pour l'instant ça lui réussit. Donc, Donc c'est ça. Et en fait, effectivement, très malgré l'absence de continuité là-dessus, bah malgré tout, effectivement, il arrive à trouver des options qui sont plutôt bonnes pour l'équipe, en tout cas qui arrivent à tirer le meilleur des joueurs dans pas mal de cas, parce que effectivement sur ces line-up, on a quelques exemples extrêmement performants, notamment celle avec Royce O'Neal dans un rôle soit de 3, on va dire un peu défenseur extérieur, voilà, que ce soit avec Plumlee ou avec Nurkic en pivot. Donc Mm. d'une manière générale, en fait, moi je sais pas, tu me demandais si j'avais moi des trucs que je voulais voir
je dirais même pas, parce qu'il y a eu tellement de trucs qui ont été testés, il y a tellement peu de, tu t'en as parlé aussi, mais tellement pas de frilosité sur le fait de sortir les joueurs importants de l'équipe, en tout cas ceux qui sous-performent au moment où ils sous-performent, quoi, on va dire. Moi, je garde en tête notamment le deuxième match contre les Lakers où il a trouvé cette bonne rotation avec les trois stars, O'Neal et Plumlee, et qu'il a fait jouer à la fin de chaque quart-temps et qui nous a permis à la fin de chaque quart-temps d'être vraiment performant. C'est un exemple, mais enfin, il y a d'autres matchs où il a aussi choisi de faire un small ball KD est immense, mais un line by KD en 5, quoi. Ça, on l'attendait et c'est venu assez vite pour répondre à des situations spécifiques où justement on avait besoin de donner plus de vitesse à notre jeu, d'être plus en Ça switch de marchait. défense, quoi que ce soit. Et ça a quasiment à chaque fois fonctionné, effectivement. Donc ces trucs-là sont assez encourageants. Le fait, comme tu dis, que y ait pas trop de difficultés à intégrer des joueurs, les sortir de la rotation, les faire rentrer après, on verra. Mais Montemoris, il a l'air tout à fait OP, même si là il est un peu, comme tu dis, en 2 matchs, il est un peu sorti de la rotation, mais en tout cas il a pas l'air perdu sur le banc à traîner sa misère, quoi. Faudra voir ce que ça donne effectivement pour Bol Bol qui n'a pas encore joué, pour Josh Okogie qui est redisponible là depuis 2 matchs que j'espère voir tester là, dans les vous connaissez mon amour pour Josh, donc voilà, moi, je suis persuadé en tout cas qu'il peut apporter dans ce système-là, notamment parce qu'effectivement, comme je le disais avant, il y a quand même une tonalité de sol autour de cette équipe qui est nécessaire pour exister en défense. Donc on va voir. Mais en tout cas, d'une manière générale, moi je suis très satisfait de ce que montre Bud dans ses ajustements depuis le début de la saison. Et peut-être on peut finir sur ce thème-là sur le coaching d'une manière générale. On a l'impression qu'il y a une vraie adhésion de l'ensemble de l'équipe, non seulement donc aux choix qui sont faits par Bud, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de line-up qui sont utilisés, mais les joueurs semblent pas plus perturbés que ça joue toujours un peu le même basket, c'est ça qui est assez intéressant, et justement, ça joue toujours le même basket, et on a l'impression que les joueurs ont, dès le début, bien apprécié ce truc-là. Alors on va se garder pour l'instant de faire des conclusions sur le plan statistique, concernant le volume de tirs pris à 3 points par rapport aux mi-distance, par rapport à l'année dernière et tout. On verra ça d'ici une quinzaine de matchs de manière un peu plus précise, mais dans l'eye test, dans ce qu'on voit nous sur le terrain, t'as quand même l'impression qu'il y a un nouvel élan dans cette équipe et que les joueurs embrassent vraiment une nouvelle philosophie de jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Enfin, moi, je suis... Ouais, vraiment, on voit les mentalités. Bah, déjà, tu as parlé de ce hustle qui est quand même, je pense, très important, notamment auprès des stars. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de scènes, Booker ou même Kevin Durant qui se jettent derrière la touche pour aller récupérer une balle. Il y a notamment une action qui a pas mal tourné où je crois que c'est KD qui va se jeter et qui finit par mettre 3 points dans le corner Ouais, à tout la à fin de fait. la Je crois que possession. c'est contre les Clippers. Ouais, possible. Et donc, enfin voilà, c'est ces genres de séquences qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir déjà l'année dernière et aussi les autres années parce que bah, c'était, comme tu l'as dit, un jeu plus en contrôle. Mais voilà, je trouve que c'est une nouvelle identité un peu plus agressive aussi défensivement, dans le fait de plutôt agresser entre guillemets l'adversaire et le contraindre un petit peu à créer des pertes de balles. C'est un domaine en tout cas que j'ai pas mal, enfin, que je nous ai trouvé bon, en tout cas en défense pour l'instant, en tout cas sur certains passages. Donc ouais, il y a une nouvelle mentalité. Ça a l'air de plaire. Le groupe, au-delà de ça, a l'air de plutôt bien vivre. Enfin, des images qu'on voit. Donc avant cette petite interruption technique, on verra comment Greg la gère au montage. Tu étais en train de nous parler de l'adhésion au projet de Bud dans le visible sur le terrain, notamment sur ce qu'on a vu sur le début de saison de la part des joueurs. Ouais, c'est ça. On voit quand même qu'il y a un petit changement par rapport à ça. C'est sûr comparé à l'année dernière, ouais, c'est le jour et la nuit parce que bah voilà, on l'a déjà dit maintes et maintes fois. J'ai l'impression de le dire à chaque podcast, mais bah c'était pas ça avec Vogel. Donc ça fait plaisir de voir ça et c'est visible. Bah déjà en défense où je trouve qu'on est quand même plus agressif sur le porteur des balles et qu'on arrive je trouve, à générer plus de difficultés dans l'attaque adverse plutôt que bien défendre et leur laisser faire leur plan de jeu. Je trouve que sur ça on n'a pas été ridicule sur le début de saison et c'est peut-être le point de notre défense que j'ai le plus apprécié. Et voilà, je pense que Greg en parlait dans le dernier podcast de mémoire, mais voilà, il avait cette envie de voir plus d'inside un peu de ce qui se passait dans le groupe pour voir
tout ce qui est leadership et voilà les petites relations un peu qu'entretiennent les joueurs sans être trop intrusif, bah je trouve de ce qu'on voit, de ce qu'on nous montre en tout cas que bah le groupe a l'air vraiment d'être soudé aussi bien plus que l'an passé où vraiment tout le monde a l'air de vraiment aller dans le même sens, celui du coaching staff et de Bud en tête de file. Donc pour le coup, c'est très positif, très prometteur, surtout voilà qu'on est qu'au début de saison. Donc bah, c'est un groupe qui, même si voilà, il y a quand même une base qui est gardée, qui quand même apprend encore à se connaître, dont on l'a vu un petit peu plus tôt, notamment sur le terrain. Donc voilà, je pense que c'est plutôt prometteur pour ça. C'est vraiment un aspect cool, vraiment sympa et qui est à ce stade de la saison qui est plutôt inattendu pour ma part, en tout cas enfin que ce soit aussi visible à l'eye test. Je sais pas si c'est vraiment le cas totalement, mais en tout cas de ce qu'on voit, c'est très positif et prometteur pour la suite. T'es muté, je crois, mon cher Rodolphe. Cette fois-ci, c'était pas un problème technique, effectivement. Mais donc oui, non, pour rebondir sur ce que tu dis, du côté de l'attaque, on peut voir aussi qu'il y a déjà, sans être encore une fois dans un truc parfait à ce niveau-là, parce que c'est normal, encore une fois, on est au bout de 7 matchs et il y a des soucis dans cet effectif aussi qui vont devoir être réglés petit à petit, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de plan de jeu, en termes de volonté, c'est très intéressant ce qui se passe aussi en attaque parce que bah on voit que déjà l'idée elle est un peu plus mise en application. Alors évidemment il y a l'orgie de tir à 3 points qui a pas été très très suivi de résultats, on va dire, même si bah, on a quand même gagné les 2 matchs, mais notamment sur les derniers matchs où on est un peu en difficulté dans ce domaine-là, enfin on rentre moins les tirs tout simplement, mais on reste aussi, voilà, bah, justement en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que cette identité-là est peut-être plus adaptée à maximiser, on va dire, le potentiel offensif de cette équipe-là, qui reste quand même du shot-making, qui reste le fait d'avoir bah, certaines bonnes gâchettes à 3 points. On a vu avec plaisir là le retour à un bon niveau en termes de scoring de Grayson Allen sur les derniers matchs. Le fait de le voir, voilà, il avait eu du mal là sur les tout premiers matchs qu'il avait joué à rentrer ses tirs. Le fait de le revoir un peu comme l'année dernière, à être, bah, il est ouvert, c'est dedans et tout, c'est quelque chose qui est rassurant, c'est quelque chose qui va un peu dans le sens de cet effectif qui va rechercher de plus en plus de ces situations-là, d'aller chercher le tir ouvert par les décalages qui ont été créés précédemment dans la construction du jeu, enfin dans la construction de l'action, pardon, du système. Mais même au-delà de ça, de voir tous les mouvements sans ballon, tous les écrans pour les autres joueurs. Alors, ce serait pas des trucs qui étaient absents l'année dernière de notre playbook, pas du tout. Mais par contre, on voit que c'est des trucs qui sont déjà, qui se répètent en termes d'identité d'un match à un autre et qui correspondent un peu à ce qu'on voyait déjà de la part de Bud et de son coaching staff dans ses équipes précédentes. Il y a quelque chose à trouver par le mouvement permanent. Il y a quelque chose à trouver par cette façon d'attaquer beaucoup plus, comment dire, de manière beaucoup plus décidée, on va dire, la raquette et le panier, ce qui permet d'obtenir pas mal de lancers francs là sur ce début de saison. Ouais, non, vraiment, d'une manière générale, je trouve que ça aussi c'est prometteur, c'est-à-dire que on savait à peu près à quoi s'attendre de ce côté-là du terrain, on en avait parlé pendant la grande preview en termes d'idées et de projets de la part de Bud, et en fait on voit que c'était aussi très clair dans la tête des joueurs, et que dès le début de la saison, ça voilà, sans que ce soit ultra performant, je crois qu'on est à peu près middle pour l'instant en attaque à l'échelle de la NBA. Au moins, effectivement, les principes sont bien là et sont déjà mis en application, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant en vue de la suite. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette question du coaching? Non, bah ouais, je rejoins aussi ce que tu avais dit, notamment sur le mouvement sans ballon, qui est bien plus présent que l'année passée et surtout fait dans une certaine logique. Enfin, il y a une cohérence dans ce qui est fait. Je crois qu'on est un peu plus haut que la moyenne au niveau de l'attaque, mais voilà, c'est pas encore très très élevé. Ça a peut-être dû bouger déjà avec le match de hier soir contre Philly, mais en tout cas, voilà, il y a des bonnes choses, des bonnes bases, même si voilà, on va être dépendant de notre adresse quand même sur la saison, ça c'est pas à nier. Mais voilà, il y a quand même de bonnes bases, on voit de bonnes choses et c'est ouais, prometteur pour la suite. Enfin, pour le coup, plutôt content de cet aspect-là que je pensais pas voir aussitôt établi. Voilà, j'ai pas envie de dire bien établi parce que ça reste encore améliorable, mais c'est normal. Ça fait que 7 allez, 5 matchs de pré-saison en plus, mais enfin, voilà, ça fait qu'une dizaine de matchs que l'équipe est sous les ordres de Buds, donc il y a, enfin, on peut pas déjà faire des conclusions, et ça peut pas
surtout être déjà rodé, comme si ça faisait des années qu'il était là. Mais pour le coup, pour le nombre de matchs, je trouve déjà bien rodé quand même. Enfin, c'est C'est plutôt quelque chose. clair et c'est les joueurs en tout cas savent ce qu'ils ont à faire. Et C'est ça. ça, On a vraiment c'est t'as exactement bien résumé le truc. On a vraiment ce sentiment-là. Et d'ailleurs, des deux côtés du terrain, c'est ce ouais. qui est vraiment intéressant. Bah, les joueurs, on va en parler peut-être un peu plus précisément en entrant dans ouais, voilà. Encore une fois, on reste en début de saison, donc on va pas faire un bilan joueur par joueur de ce qu'ils ont apporté, mais plutôt voilà sur les signes et les indications qu'on a vus là sur ce début de saison. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les stars, les gros noms de l'équipe, et on va même commencer par le joueur qui est vraiment le grand bonhomme des Suns sur ce début de saison. Pour ne rien cacher à nos auditeurs, on avait déjà essayé d'enregistrer un podcast et on avait connu quelques soucis techniques en fin de semaine dernière. J'avais dit la même chose, le grand bonhomme de ce début de saison, ça n'a pas bougé depuis parce qu'il a encore fait une performance assez magnifique là précisément contre les Sixers lors de la victoire de la nuit dernière. C'est évidemment Kevin Durant, donc qui est le meilleur marqueur de l'équipe là pour l'instant sur le début de saison. Je crois qu'il a 27 points, je vérifie ça de moyenne, exactement 27 points sur un 54,8% au tir global, 43,6% à 3 points en prenant 5,5, c'est quand même pas mal du tout. Et il est à 82% seulement au lancer franc. Donc voilà, c'est du KD dans le texte. Ce qui est très intéressant sur ce début de saison de sa part, c'est qu'il semble être mis dans les conditions idéales justement pour vraiment donner sa pleine mesure offensive. C'est peut-être celui qui a le plus de liberté dans sa création de tir par rapport à des Booker ou des Bill qui sont un peu plus justement dans le plan de jeu. Lui, il a vraiment cette carte de arme fatale du scoring. Tu es, les systèmes sont dessinés pour toi et tu nous sors de la merde quand c'est voilà quand ça commence à grincer un peu. Ouais, c'est ça. Et quand tu disais qu'il était mis dans les meilleures dispositions pour performer, bah, c'est surtout visible notamment pour ses isolations l'année dernière. Bah, on le trouvait en post-up, arrêté à mi-distance, où bah, en fait ouais, il n'avait pas le choix que de se retourner, de tirer à mi-distance. Et bah, même si ça reste Kevin Durant, bon, bah, ça va rester quand même minimum 40% de réussite, donc ce qui est quand même énorme pour ce genre de tir. Bah, c'est pas la meilleure manière de l'optimiser. Et là, sur ce début de saison, bah ouais, enfin, il a je sais pas comment dire, mais il a ses isolations toujours, bien sûr, mais avec un temps d'avance. En tout cas, je trouve, enfin, il a la possibilité de se mettre en mouvement et de pouvoir, voilà, courir, attaquer de cercle comme il le fait pas mal sur ce début de saison et que ça marche très très bien. J'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, de ce que j'ai vu à l'œil, ça marche très très bien et je le vois plus souvent le faire. Et aussi bah, de tout simplement s'arrêter, s'élever. Et bah, là, pour le coup, il est juste indéfendable. Donc, il est mis dans les meilleures conditions. J'ai vu, il y avait une stat. Il est dans les en termes d'effectifs pour des field goal pourcentage. Donc le pourcentage au tir sur isolation, voilà, en prenant en compte les 3 points, tout ça. Bah, il est troisième de la ligue derrière Cameron Thomas et Damien Lillard. Cameron Thomas qui est un petit peu sur une autre planète, mais en tout cas, même en nombre de points par possession, je crois qu'il est dans le top 10 aussi. J'avais vu la stat, mais j'ai plus le chiffre exact. Donc, enfin voilà, c'est un Kevin Durant, j'ai pas envie de dire retrouvé parce qu'il a toujours fait, enfin, il a toujours su montrer son jeu, mais en tout cas qui est maximisé, en tout cas qui a une bien meilleure utilisation dans ce qu'on en fait et bah forcément ça se reflète sur bah, d'une part les lignes de stats et aussi bah, dans son apport et son ouais de ce qu'il apporte tout simplement à l'effectif des Suns. Il y a peut-être un match où il est passé un peu à côté, c'est contre je crois contre les Clippers. Le Ouais, deuxième, ouais. voilà, il y avait on en a voilà sans pouvoir rentrer dans trop de théories. Voilà, il y avait l'anniversaire de Booker la veille. On peut s'imaginer qu'il y a eu quelques petits excès mal géré sur le body language, c'était C'est mignon. c'est c'est ça, ouais. Sur le body language, voilà, on sentait qu'il était peut-être pas forcément en grande forme, mais voilà, à part ça, pour le coup, enfin, son début de saison, on avait peut-être peur que ça régresse un petit peu, bah, parce que 36 ans, parce que voilà, pour le coup, enfin, ça reste l'un des meilleurs joueurs de la ligue et c'est toujours aussi impressionnant à voir. Donc, enfin, franchement, ouais, très très satisfait de ce début de saison de Kevin Durant, qui est ouais, bah, je pense qu'il n'y a pas de débat, le joueur de ce début de saison, quoi.
Oui, c'est ça. En tout cas, le meilleur joueur, la locomotive offensive de l'équipe, il est aussi très important en défense, mais ça, on a l'habitude avec lui, en tout cas, enfin, voilà, j'allais dire, en tout cas, nous, supporters des Suns depuis qu'il est à Phoenix, mais même avant, ça faisait quelques années qu'il était très performant de ce côté-là, notamment justement quand il peut jouer un rôle de roamer de deuxième lame. Pour revenir du côté offensif, j'ai l'impression aussi, et ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait, d'une meilleure utilisation, qui bénéficie pas mal de ce jeu en mouvement qu'on a évoqué un peu plus tôt, et de cette du fait que par la multiplication des écrans, finalement, il y a pas mal de recherches des switches, nous, enfin de faire switcher la défense adverse et de se retrouver sur des mismatchs. C'est quand même un truc évidemment qui est très développé en NBA d'une manière générale, mais sur lesquels les Suns sont beaucoup appuyés depuis le début de la saison et qui a été notamment très bien géré, j'allais dire oui normal parce que c'est Kevin Durant et voilà, mais collectivement pour amener Kevin Durant sur des mismatchs justement. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que encore une fois, c'est une arme qu'il va falloir utiliser toute la saison, savoir qu'elle est déjà bien ancrée dans le fonctionnement de l'équipe et que ça va être une option prioritaire de l'attaque. C'est effectivement quelque chose de rassurant et de convaincant, on va dire, dans la perspective de la suite. Peut-être pour finir sur KD, il y a deux petits bémols, on va dire, c'est le fait que ça reste quand même une machine à perdre des ballons un peu sur le début de saison avec les Suns, en tout cas sur les mauvaises séquences qu'on a vues de KD. C'est malheureusement voilà, il reste je crois qu'il a un peu moins, c'est un peu moins de 15% de turnover percentage pour l'instant cette saison, donc c'est pas très bon. On espère que ça puisse descendre un petit peu parce qu'on a besoin de quelqu'un qui sécurise, parce qu'en fait voilà, ça reste un peu le péché mignon de cette équipe du meilleur général, et on a vu qu'en tout cas quand l'équipe commence à perdre des valises de ballon, c'est là justement où on peut perdre un peu le fil de notre attaque en mouvement justement et de notre flow offensif quoi. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus. L'autre truc, et là c'est pas vraiment de son fait, c'est plutôt de comment s'organise la gestion du roster à ce jour, et aussi la répartition justement des charges offensives, mais c'est qu'il joue beaucoup. KD, je crois que c'est le plus gros temps de jeu de l'équipe pour l'instant. Il a joué tous les matchs et il joue près de 39 minutes, il joue plus de 39 minutes par match. Donc voilà, on sait que on va pas pouvoir se permettre sur la durée de la saison de le faire jouer autant. En tout cas, si on espère l'avoir en forme en playoff, quoi. C'est clair, ça va être quelque chose à gérer. On le disait, voilà, les tests de Bud, je pense que voilà, peut-être qu'il a envie de justement, avant de voir ce qui marche réellement à côté, de pouvoir quand même avoir une base, un point d'ancrage un peu pour que factuellement ça continue à marcher et à tourner. Pour l'instant, c'est réussi. Ouais, je le vois mal utiliser Caddy autant toute la saison. Et je pense que tôt ou tard, ça va péter, enfin musculairement ou quoi. Enfin, je vois pas comment en 82 matchs Kevin Durant peut tenir à ce rythme-là, en tout cas en termes de minutes. Voilà, voir les options qui se détachent derrière, ça on en reparlera peut-être aussi avec les options au poste 5. Ouais. Tu peux peut-être te lancer là-dessus. Enfin, c'est toujours le grand débat de cette équipe. On voit que voilà, Youssouf Nurkic, c'est un peu tout ou rien en fait avec lui. Soit c'est vraiment un pivot qui apporte et qui est bon, notamment offensivement, défensivement, qui peut avoir ces belles séquences où parfois ouais, c'est juste la cata. Il monopolise la balle, il la perd ou il rate un tir tout proche du panier. Donc voilà, c'est un petit peu le joueur peut-être en deçà du collectif pour l'instant cette saison. On voit Bud qui n'hésite pas à soit l'enlever de la rotation, soit à faire donner beaucoup de minutes à Plumlee, qui pour le coup, lui, enfin en tout cas, performe au-dessus de mes attentes. Je l'imaginais pas comme ça. Je sais pas toi ce que tu vois, notamment peut-être un nouveau rôle enfin en tout cas un rôle plus important pour Ighodaro. Je sais pas si tu as des options un peu pour gérer ce problème qui est peut-être, enfin, en tout cas, qui est le problème majeur et qui est l'un des gros problèmes, l'un des seuls peut-être gros problèmes de cette équipe. Je sais pas, voilà. Je sais pas si tu as des, Alors,
Les pistes. Mano qui a Parce pris que je soin suis preneur. de complètement jeter le conducteur à la poubelle parce qu'il avait très envie de parler du problème du Big. On viendra après sur ça, mais ça permet effectivement de clore cette question autour de l'intérieur du manière Oui, c'est générale, ça. parce qu'effectivement KD rentre dans cette donnée-là. On a vu effectivement que Ryan Dunn et Royce O'Neal sont capables aussi de beaucoup apporter dans cette dimension athlétique, on va dire, à l'intérieur. Mais effectivement, tu l'as très bien dit, depuis le début de saison, il y a un souci autour de ce poste de pivot. Alors c'était notamment vrai sur les 5 premiers matchs de la saison, ça allait quand même beaucoup moins sur les derniers matchs Ouais, où ça fait 2 bonnes performances de suite. mm, Il faut aussi reconnaître clairement. quand il est plutôt bon. Contre Portland, il a été globalement plutôt bon. Et là, moi, de ce que j'en lis, j'ai pas encore vu le match, mais des échos que je vois, il a été aussi plutôt performant contre les Sixers, en l'absence de Joel Embiid, ça aide évidemment. Mais tout ça pour dire que c'est pas évidemment c'est pas tout blanc ou tout noir, ou voilà, Nurkic a pas été intégralement mauvais depuis le début de la saison, mais quand on regarde les chiffres globaux, alors encore une fois voilà, c'est le début de saison, les statistiques on les prend avec des pincettes et tout, mais autant on pouvait se permettre de dire que sur KD avec ses 1,32 points par possession, presque 1,33 pour 26% du usage, c'était quand même très impressionnant, même sur un échantillon qui reste assez réduit. Autant du côté de Nurkic, ces chiffres-là, ils font très très peur. Hein. Si on prend juste Ouais. les chiffres de Cleaning the Glass, il y a un usage qui a près de 24%, donc c'est énorme. C'est beaucoup plus, par exemple, que Bradley Beal, qui est à moins de 20%, c'est ça. Ouais, c'est C'est effrayant. le troisième plus gros usage de l'équipe, donc c'est-à-dire quand il est sur le terrain, le ballon passe beaucoup par lui, et notamment pour ce qui est de la finition, donc il y a quand même quelque chose autour de ça, et il est très très en deçà en termes de finition, avec je crois que c'est 1,05 points par possession, donc c'est famélique, et notamment pour un big, c'est ridicule. Il est bien Ouais. sûr dans le dernier quart de la NBA au niveau des bigs en termes de réussite. Donc il y a ce problème-là. Il y a le problème des pertes de balles, puisqu'il perd lui aussi des wagons de ballon. Je crois qu'il est à près de 30%. On reste sur les stats de Ouais. Clean the C'est Glass, à le, près de 30%. il est tout en bas Là, c'est il le est dernier pour le coup, il est dans le dernier de cette big. team. Tu peux pas faire pire que ça à ce niveau-là en termes de big qui perd Ouais. des ballons. Donc il perd beaucoup de ballons. Il est pas bon du tout en termes de shoot, quoi, de finition. Il y a toujours ces rebonds. Il apporte toujours beaucoup à ce niveau-là. Dans la construction des actions et des systèmes, c'est quand même un petit peu mieux là sur les derniers matchs. Moi, j'ai trouvé que c'était notamment aussi en défense où ça avait été un petit peu plus convaincant. Bon, contre Portland, c'est Portland, hein, c'est peut-être plus facile de défendre contre Portland. Mm. Enfin, Hier aussi. hein. Hier aussi, ouais, je Ouais, te. hier aussi que Vraiment. c'était mieux défensivement. Donc No- voilà, c'est no- quand même. Notamment sur le travail sur la protection du rebond face à Drummond, qui avait été, Ouais, même si voilà, c'est pas Embiid, sur ce domaine-là, il est quand même très très bon de le père d'aider, mais pour le coup, ça a été bien géré. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai pas encore tout regardé le match, mais des séquences que j'ai vues, ça, pour le coup, il a bien géré dans ce domaine qui est, tu l'as dit, une de ses forces premières. c'est ça. Donc faut arriver aussi à. C'est un peu le souci. Hein, on en a parlé. On va continuer à en parler pendant des mois. On n'a pas trop le choix. On est obligé de composer avec ce joueur dans notre effectif et donc de le faire jouer, d'en tirer le maximum. Pour l'instant, ça n'a pas été une grande réussite. Alors. Pour rebondir sur ça, sur la question de comment on gère à l'intérieur, j'ai l'impression que pour l'instant, encore une fois, c'est plutôt une bonne option qui est prise par Bud dans cette rotation au poste 5, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas quand ça va pas pour Nurkic à le sortir. Nurkic étant plutôt un team player, il est pas du tout dans une démarche de réclamer quoi que ce soit. Il est content pour ses coéquipiers quand ça se passe bien, mais même quand il est sorti. Par contre, il y a quand même une volonté de le relancer dès que possible et de compter sur lui, de lui faire confiance en tout cas dans certaines situations de jeu. Et en vérité, encore une fois, Nourk lui a plutôt rendu depuis le début de la saison. On peut aussi citer le tout premier match de la saison où il fait pas un bon match, mais par contre il est plutôt bon en prolongation et il participe clairement au fait que les Suns remportent cette Oui, mais c'est lancé par exemple. c'est ça, avec les deux lancers à la fin, mais même il y a une bonne défense Mm. euh, sur cette prolongation et une grosse présence au rebond aussi. Globalement, voilà, c'est pas pour dire enfin voilà, je ne cache pas du tout et je ne masque pas le fait qu'il a été cataclysmique sur certains aspects. On a cité ses chiffres en attaque, en défense c'est quand même très très compliqué. Mm. On a vu que voilà tout le présupposé de dire que bah voilà on peut défendre un peu globalement en laissant Nurkic en drop et en étant agressif sur les extérieurs et en essayant de lui faciliter de la vie pour aller finir justement la protection de cercle en drop.
pour l'instant, ça marche pas vraiment très très bien. Il y a eu des systèmes qui ont un peu mieux fonctionné, où il a parfois défendu le pick and roll un peu plus haut ou quoi que ce soit. Mais d'une manière générale, il y a un souci qui va se poser de ce côté-là, parce que en vérité, avec le remplaçant attitré de Nurkic, qui est Plumlee, et qui, je suis d'accord avec toi, a fait plutôt un bon début de saison, un début de saison très correct, et notamment sur certains matchs, il s'est rendu utile, quoi. Je parlais du match contre les Lakers tout à l'heure, mais c'est pas le seul exemple de match où il a vraiment apporté positivement, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise, parce que moi personnellement, je m'attendais à voir un joueur un peu cramé physiquement et pas au niveau enfin pas en mesure d'apporter en NBA. Force est de constater qu'il a vraiment réussi là, en tant que backup, à avoir des minutes intéressantes. Parfois, tu l'as dit, de telle sorte que ça a poussé Bud à le mettre plus longtemps sur le terrain sur certains matchs. Donc ça, c'est intéressant, mais ça Et reste sur des longues séquences aussi, quand même. c'est ça. Je trouve. Mais ça reste une Ouais. limitation, en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur Ouais. qui défensivement est pas franchement meilleur que Nurkic sur la couverture de la raquette, enfin, sur la défense de la raquette et la protection du cercle. Donc effectivement, il y a quand même ce souci-là. Il est à peine plus mobile, mais pas, enfin voilà. Et effectivement, celui qui a donné le plus de gages offensivement, défensivement, pardon, depuis le début de la saison, c'est Oso Ighodaro, sauf que bah ça reste un rookie, et il est lui pour le coup un peu undersized, mais il a plus de mobilité, il a plus d'agressivité. Et on va dire qu'il a dans les séquences où il a été sur le terrain en 5, ça a été très intéressant sur le plan défensif, notamment, alors qu'on attendait plutôt un joueur qui performe du côté offensif. Pour l'instant, c'est surtout de ce côté-là qu'il a montré des belles promesses. Donc c'est très intéressant dans la perspective de voir ce joueur grandir du côté des Suns. Mais grandir de manière imagée, il va rester à ses 2m08 à peu près, je crois, au saut, ce qui est pas mal, mais ce qui est quand même un peu limité C'est ça. pour défendre sur les gros babards de la NBA, pour attaquer. Surtout avec enfin voilà, pas non plus des muscles hyper. C'est ça, c'est pas le joueur le plus athlétique C'est qui ça. soit, même si, voilà, encore une fois, on a vu il y a quand même cette dimension-là, il y a du hustle aussi chez lui, et c'est très intéressant. Mais du coup, moi, le truc, c'est que sans être vraiment à un niveau zéro, et il faut nuancer, effectivement, le poste 5 est notre point faible, on va dire, dans le roster d'une manière générale. Il y a quand même eu des bonnes choses de la part de Nurkic, de la part de Plumlee depuis le début de la saison. Tout n'a pas été acheté, on va dire. Et l'idée, c'est d'arriver. Alors, je vais peut-être paraphraser un peu Greg, justement, qui n'est pas là avec nous sur cette émission, mais il disait ça dans notre conversation du FC Soleil, c'est qu'il faut arriver par la profondeur du roster et la multiplicité des options que tu as, à compenser le fait que t'aies pas une option très sécurisante en poste 5. Et donc ça veut dire effectivement tirer le meilleur parti de Nurkic quand il est dans un bon match ou dans un bon moment, comme en ce moment, là depuis 2 matchs, du coup ça va beaucoup mieux, à tirer parti de Plumlee sur des séquences comme tu l'as dit, être capable de le laisser longtemps sur le terrain parce que ça marche bien et parce que c'est la bonne réponse dans la situation de match, ou effectivement à jouer plus small, ce qui a déjà été le cas. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que on n'est pas plus avancé, c'est-à-dire qu'on a vu la confirmation là sur le terrain sur le début de saison qu'on avait un problème à ce poste 5, mais il est plutôt bien géré, plutôt bien canalisé par Bud et par son coaching staff. Finalement, là-dessus, c'est un truc sur lequel on peut pas dire il fait vraiment mieux que Vogel, puisque Vogel a quand même plutôt bien géré cette question l'année dernière, en tout cas en saison régulière. Donc pour l'instant, c'est un point faible, mais c'est pas. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je sais pas si tu es d'accord avec ça, et tu vas pouvoir me le dire juste après. De mon point de vue, c'est un point faible, mais c'est pas le trou noir de l'équipe, la mère de tous nos problèmes, et enfin, tu vois, genre, ça conditionne le fait qu'on doive être agressif en défense, mais comme on parvient bien à le faire, j'ai envie de dire, la difficulté qu'on a en protection de cercle se voit moins. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là, quoi. Ouais, puis enfin c'est ça, il y a tout un truc pour compenser et masquer ce point faible au poste 5 là. De toute façon, ça a été confirmé cette année, mais je pense que personne n'est parti d'entamer cette saison en se disant qu'on allait avoir une bonne rotation au poste 5. Enfin, c'est se mentir à soi-même, clair. Enfin, c'est plutôt clair, mais voilà, je pense que justement dans ce travail de cacher, de masquer, de compenser à côté par voilà une plus grosse agressivité à l'intérieur, voilà une meilleure aide de notamment Kevin Durant ou Ryan Dunn qui peut avoir cette athléticité pardon pour aller chercher les grands et aller les gêner au cercle. Et voilà le travail qui est fait avant aussi de notamment Ross O'Neal, Grayson Allen aussi par séquence.
voilà, je vais citer Bradley Beal qui parfois peut justement stopper défensivement et justement limiter un peu dès l'extérieur, ce qui limite un peu l'accès au cercle. Même si voilà, pour rejoindre ce autour de Nurkic et notamment avec Tyus Jones, ce pick and roll qui est quand même souvent attaqué, qui a été très bien fait par les Lakers sur le premier match. Enfin entre avec LeBron et AD en plus qui est peut-être l'un des meilleurs pick and roll de la ligue, donc c'est sûr que là ça a été exploité fois 1000 par JJ Redick, mais voilà, je pense que il y a c'est plutôt bien géré, tu l'as dit pour le moment, on masque un petit peu ses faiblesses, on essaie de compenser en mettant un peu des armes à côté. Voilà, le small ball peut être une arme aussi, avec plusieurs options pour le poste 5. Kevin Durant peut l'être. Ça a déjà été, même l'année dernière, ça avait déjà marché. C'était l'une des bonnes idées de Vogel qu'on a quand même eu sur la saison. Ryan Dunn aussi un petit peu par séquence dans ce poste un peu de 5 à la FIBA, un peu qui reste hein, dans cette raquette qui navigue autour en tant que point d'ancrage. Ça a plutôt bien marché aussi avec voilà un Grayson, un Royce O'Neal pardon qui va aller charger du joueur extérieur. Donc voilà, il y a plusieurs options qui peuvent être utilisées au sein d'un même match et justement à chaque match trouver un peu qui va marcher. Soit ça va être le match de Nurkic qui va pouvoir impacter avec une dizaine de points, du rebond et voilà pas perdre trop de ballons et impacter positivement. Soit ça va être Plumlee, soit ça va être justement en trouvant des adaptations. Voilà, on l'a déjà dit, répété, le trade risque d'être compliqué, voilà, même impossible. Je sais, voilà, faut avoir quel degré de possibilité c'est, mais on est plus autour du 10% que du 50%. Mais voilà, on arrive plutôt bien à le camoufler, même si c'est sûr que les équipes essaient de nous attaquer sur ça, et ce qui est logique, mais je trouve qu'on arrive à leur répondre avec des contre-arguments en fait de justement tu nous attaques sur ça, on va t'attaquer sur ça de l'autre côté. Voilà, tu vas avoir accès à notre raquette, par contre, on va te mettre 5 joueurs capables de tirer à 3 points et ton 5 pas mobile mais fort dans la raquette va être perdu quoi. Donc voilà, c'est des pour le coup, c'est plutôt mal géré. C'est ouais, un des gros chantiers de Bud qui va avoir à trouver des repères, voilà, des fixations, des bases solides Mm. pour ce domaine. Après, voilà, avec l'irrégularité un peu de Nurkic et de Plumlee et de tout ce secteur intérieur, je sais pas s'il va réussir à les trouver en tout cas rapidement, mais pour le coup, il s'ajuste bien dans l'immédiateté, quoi. C'est ça, il y a une question aussi de compensation des efforts de chacun par rapport à ça, ce qui est aussi intéressant, et ça renvoie un peu à ce qu'on disait avant sur l'état d'esprit qui est quand même très encourageant là dans ce qu'on voit dans l'équipe, c'est que le problème et le sujet est adressé en conférence de presse par les stars de l'équipe. Booker qui explique que voilà, quand Nurkic était dans sa mauvaise passe, que l'équipe était là pour le soutenir aussi et de louer justement le fait que Mason apportait en plus cette dimension-là de soutien, de suppléer, on va dire, ces moments, on va dire, ces trous de Nurkic. Globalement, effectivement, c'est quelque chose qui va devoir se construire sur la durée de la saison. On voit que d'une manière générale aussi, ça porte beaucoup sur un effort collectif. On parlait du hustle en début d'émission et je pense que c'est vraiment aussi intimement lié à ça. C'est-à-dire que euh, je vais reprendre un élément que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais à partir du moment où tu sais que tu as des limitations en termes de défense dans la raquette, il faut que toute ton équipe elle soit concernée, il faut que tu sois extrêmement agressif sur le porteur, sur la ligne de passe, et que tu sois toujours en mouvement en fait en défense. Donc en fait, voilà, c'est de protéger Nurkic, ça se passe, enfin Nurkic ou Plumlee d'ailleurs, ça passe vraiment par là. Et en fait, le rôle qu'ont eu non seulement les stars, mais aussi évidemment les role players dans ce domaine-là, à commencer par Royce O'Neal et Ryan Dunn, est très important et ça va être très important sur la durée de la saison. Pour finir pour continuer peut-être sur la donnée individuelle, on va peut-être passer du côté des extérieurs et du côté des dépositaires du jeu, on va dire de Phoenix, donc Booker et Bill pour ne pas les citer, évidemment.
Alors début de saison un peu irrégulier de la part de Devin Booker qui a commencé par monter tranquillement non pas vraiment en pression mais plutôt en responsabilité, c'est-à-dire que il a pris de plus en plus de tirs au fil des matchs jusqu'à ce carton là contre les Clippers. Ça a été un petit peu moins performant là sur le dernier match contre les Sixers, ça avait été pas mal contre les Blazers en revanche, et il a notamment au moment où l'équipe était vraiment dans le dur dans le quatrième carton, il a mis des paniers importants des D-Book. Hier, donc au niveau des pourcentages, c'est pas excellent, et au niveau de la feuille de stats, c'est pas fou, mais il est quand même sur un début de saison. Allez, on va commencer avec lui. Ouais, sur un début de saison qui est quand même très satisfaisant parce que il est dans ce rôle de leader un peu tout terrain qu'on attendait d'Evin Booker. Ouais, c'est ça, c'est le domaine, enfin le point faible de sa saison qu'on a pointé dans la preview notamment, et pour le coup, dans tous ses à côté, on va mettre un peu le scoring de côté parce que bah, ça reste un très bon scoreur, on l'a vu contre les Clippers notamment, mais ouais, dans tout ce travail de défensif, de ne pas lâcher son joueur sur voilà, les écrans sans ballon adverse, il a encore parfois des difficultés, mais c'est quand même mieux que l'année passée. Au rebond notamment, où contre les Blazers, il en prend 9 par exemple. Même à la création, voilà, il ne force plus comme l'année passée, où justement où la fin de saison c'était l'inverse, il voulait plus créer limite. Mais voilà, là il est un petit peu dans tout ce rôle de leadership dont tu as parlé, un peu de all-around qui permet qui est plutôt plaisant et qui entraîne l'équipe avec lui dans ce côté voilà collectif, hustle, aller se donner sur chaque position. C'est quelque chose qu'il fait bien cette saison, le Book. Donc voilà, pour le coup, plutôt satisfait et content de son début de saison sur ça. Voilà, la réussite était pas là, notamment au dernier match, mais ça c'est plutôt annexe. Enfin, on sait qu'il a ses matchs où il a ses phases un petit peu, voilà, il va avoir à peu près tous les 10 matchs, un match, voilà, il va tourner à 20-30% au tir, il va marquer sa petite dizaine de points. Mais voilà, sur ces matchs-là, je trouve qu'il arrive de plus en plus à l'obtenir des lancers francs. Contre les Clippers, quand il met ses 40 points, ça il le fait extrêmement bien. Parce qu'il fait pas non plus un carton au tir, mais juste il arrive à obtenir des fautes, à sortir des joueurs de leur match, limiter les rotations des Clippers parce que Koffei qui est rentré, qui a fait 3 fautes en 4 minutes, je crois, sur lui. Mais voilà, donc ça permet de vraiment tous les à côté un petit peu du scoring qui était en deçà, en tout cas la saison passée. Pour l'instant, c'est vraiment réussi de son côté. Donc content de son début de saison. Le scoring, ça va monter en régime au fur et à mesure de la saison, où voilà, ça va rester autour de ses standards. C'est autour des 25, 26, peut-être 27 points de moyenne. Mais voilà, pour le coup, content de son début de saison, et notamment dans ce rôle de leader qu'il assume pour le coup. Pour revenir à Kevin Durant qui le fait aussi très bien. Enfin, en tout cas, ouais, il assume ce statut cette saison. Enfin, on sent qu'il est plus motivé et plus enclin à se donner tous les soirs pour aller chercher un résultat. Et je pense qu'il bénéficie aussi par rapport à la saison dernière de l'arrivée de Tyus Jones. Alors, Ouais, encore une fois, on verra sur la durée ce que ça donne à ce niveau-là. Mais on attendait évidemment qu'avec un Tyus Jones qui apporte, on va dire, de la sécurité dans la tenue de balle et des options supplémentaires, on va dire, dans la création offensive, non pas en tant que créateur principal, mais en tant que connecteur, en tant que finisseur sur certaines actions, en tant que juste, initiateur, entry pass. Et déjà, il y a par le mouvement, un premier écran, Booker reçoit la balle dans des bonnes séries, dans une situation qui est déjà un problème pour la défense adverse. On a c'est vu ça. déjà ça pas mal de fois, hein. Encore une fois, on connaît ça très très bien à Phoenix, puisque pendant des années avec Chris Paul, ça a été le cas. Et ça a tout changé dans la carrière de Booker, dans le sens où il s'est mis à être vraiment très efficace. Il était déjà un scoreur efficace, il est devenu un scoreur extrêmement efficace sous Chris Paul. On espère retrouver un peu de ça cette saison, même si encore une fois le modèle est un peu différent. Et bon, enfin voilà, encore une fois, on va pas tirer de conclusion sur les statistiques après si peu de temps, avec un volume aussi réduit. Mais par contre, on voit que dans l'idée et dans l'esprit, pour l'instant, on a un Devin Booker qui a l'air d'être plus qui est à la fois bien focus sur le fait d'aider l'équipe d'une manière générale, et qui se pose pas vraiment de questions sur le terrain, qui perd moins de ballons, qui est Ouais. plus
on va dire mis dans un cadre où ça correspond un peu à ce qu'on dit depuis le début de cette preview, mais enfin de ce podcast, pardon, mais qui sait mieux ce qu'il doit faire que la saison dernière. Donc ça, c'est quand même très très intéressant à voir si ça va pouvoir se poursuivre sur l'ensemble de la saison. Pour parler donc de son sidekick, on va dire de la création offensive extérieure, donc Bradley Beal. Alors c'est assez particulier puisque donc il a manqué 2 matchs sur blessure. Au niveau des stats, il est à peu près dans les standards de ce qu'on avait vu l'année dernière, environ à 18 points là avec des pourcentages tout à fait corrects. On sent que pareil de son point de vue aussi, il y a la volonté d'appliquer les consignes du nouveau coaching staff de manière très très scrupuleuse, très appliquée, quoi. Enfin très appliquée de manière très appliquée. Bref, en tout cas très studieuse, quoi, et d'être vraiment sur ce plan de jeu-là. On a vu et Greg on a bien parlé dans un thread qu'il a publié, je crois, il y a quelques jours sur Twitter, enfin sur X, pardon, qui parlait de son rôle dans la motion offense justement des Suns, c'est dans le fait de toujours impliquer du mouvement dans des trucs qui parfois peuvent, enfin des systèmes qui parfois peuvent paraître statiques. Effectivement, il a ce rôle-là qui est un peu bâtard, mais il reste quand même très performant en termes de finition. Qu'est-ce que toi tu penses globalement du début de saison de Bradley Beal? Est-ce que tu en attends plus ou est-ce que pour l'instant c'est satisfaisant? Non, je suis content, voire très content parce que bah voilà, tu l'as dit, il a raté 2 matchs, mais aussi il a eu 2 ou 3 matchs où bah il était questionnable, donc c'était la décision s'est prise, c'est un peu le cas depuis le début de la saison, la décision se prend à chaque fois au niveau de l'échauffement, donc bah il est pas encore à 100% physiquement, ça pour le coup c'est bah, un fait, et bah de ce qu'il montre, ouais, je suis content, tu l'as dit, tu reprenais ce qu'avait écrit Greg à ce sujet, mais bah, c'est clair que sans ballon, et même avec le ballon, mais plus dans un rôle de créateur un peu de l'ombre, voilà, l'avant-dernière passe, enfin, toutes ces voilà, choses-là, la passe qui va un petit peu accentuer le décalage, en fait, il va pas, voilà, il va continuer d'accélérer le jeu quand il s'accélère, et sur ça, bah, pour le coup, c'est très très bon, et ça se reflète pas vraiment bah, sur les lignes de stats ou quoi, c'est vraiment bah, ouais, des choses qui se mesurent pas forcément, mais dans ce domaine-là, je l'ai trouvé très très bon dans le fait de voilà de démarquer les autres, se démarquer, permettre voilà avec ce tel déplacement de voilà de libérer l'espace pour bah, Kevin Durant ou Devin Booker qui sont aussi dans des meilleures dispositions, et c'est Tyus Jones et Monte Morris aussi, mais bah, ça joue aussi en fait ce travail de Bradley Beal notamment. Donc sur ça très content. À la finition, bah, pour l'instant c'est voilà c'est pas non plus des volumes encore très très importants, mais bah c'est au moins très propre. Voilà notamment hier. Bah, il prend que 10 tirs, mais il en met 7, notamment du 3 points. Enfin, il est efficace. Dans ce rôle, encore une fois, ouais, tu l'as dit, très appliqué. Et voilà, terre à terre, bon, bah, j'ai ça à faire, je le fais. Et c'est tout ce phénomène de ne pas se poser de questions qui va, ouais, amène beaucoup je sais pas comment dire, mais voilà, de direct, un peu, voilà, un jeu direct. Enfin, en tout cas, il sait ce qu'il fait, il le fait, et il se pose pas de questions comme tu l'as dit pour Booker. Donc ça, ouais, franchement, très content de son début de saison. Défensivement, c'est aussi bon. C'est pas excellent comme on l'a pu le voir sur certaines phases de l'année passée. Il avait aussi alterné parfois le moins bon, mais voilà, sur ce domaine-là, j'attends de voir qu'il soit pleine forme physique pour réellement le juger. Mais voilà, tous ces points que j'ai soulignés, franchement, content. Et il participe à la bonne santé de l'attaque des Suns, en tout cas sur de certaines séquences. Donc voilà, j'attends de le voir peut-être un peu plus responsabilisé avec des périodes, notamment avec le banc, et qui pourrait indirectement soulager par exemple KD au terme des minutes dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça viendra, je pense, au fur et à mesure des matchs, mais en tout cas, content de son début de saison qui est ouais, dans ce que j'attendais de lui, et qui est bah, il répond présent, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si toi, tu as une autre analyse sur ça. Non, 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 globalement, effectivement, je pense on peut s'estimer satisfait de sa production dans le sens où, comme on disait avant, il est vraiment dans le ton, dans le bon ton de ce qui est attendu en termes de production des deux côtés du terrain. On a vu qu'effectivement, défensivement, il a parfois été utilisé justement dans la fameuse line-up du starting five, utilisé un peu en défenseur du point d'attaque, et que ça reste quand même
assez limité, mais c'est normal, hein, c'est pas donné à tout le monde. On sait que bah voilà, on a certains spécialistes dans l'effectif de ça, évidemment Ryan Dunn. On a vu que Roy Sonny l'a quand même plutôt bien fait quand il a été mis sur ce rôle-là, on va dire. L'année dernière, c'était plus Grayson Allen qui avait ce rôle-là, donc effectivement, comme il n'est plus dans le starting five, on peut plus lui demander de faire ça. C'est un rôle qui est difficile, c'est un rôle qui est pas toujours gratifiant parce que tu te prends des des C'est clair. bah, des drives assez vénères, notamment effectivement si t'es mal protégé sur les pick and roll et tout. Donc globalement, effectivement, défensivement, moi je trouve qu'il est plutôt satisfaisant. On va dire qu'il est comme Booker, on voit qu'il y a des efforts, on voit que quand justement, j'en parlais au début, mais quand le niveau d'intensité et le ton est donné par justement les role players, il suit vraiment le mouvement et il est très important du côté défensif. Du côté offensif, effectivement, c'est une de nos armes principales, donc c'est bien qu'il soit utilisé comme ça dans ce rôle un peu de créateur de mouvement. Comme tu le dis, sans qu'il y ait vraiment d'état d'âme ou de questions sur il devrait prendre plus de tirs ou quoi que ce soit. Peut-être que ça viendra. Il y a peut-être un petit bémol à ça, à ces fameuses séquences là avec le banc. Pour l'instant, on n'en a pas vu tant que ça dans des conditions qui sont vraiment satisfaisantes, on va dire. Même s'il y a eu quelques bons passages. En fait, pour l'instant, voilà, c'est un peu noyé dans toutes les expérimentations qui sont faites par Bud Aussi, ouais. de line-up. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt. On va enfin réussir à finir cette émission peut-être avec Malo. Donc ça s'est coupé une dernière fois. On avait en gros fini un peu sur le cas des arrières de Bill et de Booker en disant qu'on était quand même plutôt satisfait de ce qu'ils produisent sur le début de saison. Et en fait globalement on attend juste une augmentation du volume de responsabilité, notamment pour Bradley Beal, mais aussi finalement pour Booker. Pour Booker c'est aussi peut-être une hausse de ses pourcentages aussi d'une manière générale pour rentrer un peu dans ce qu'il a l'habitude de nous produire. On va peut-être finir, donc essayer de finir cette émission sur la suite du programme pour les Suns, puisque là donc ce mardi soir, comme vous le savez peut-être, c'est l'élection américaine, donc il n'y a pas de match dans la nuit de mardi à mercredi. D'ailleurs je ne sais pas quand ce podcast sera un jour, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc après cette victoire contre les Sixers, donc cette série en cours de 5 victoires de suite, ça va être un peu la question, combien de temps est-ce qu'elle va s'arrêter là dès le prochain match contre Miami, donc match à nouveau à domicile contre Miami dans la nuit du 6 au 7 novembre, et derrière bah il y a quand même une grosse série de matchs, notamment face à des équipes Ouest, dans l'enchaînement. Allez, on va citer tout ça: un déplacement à Dallas, la réception de Sacramento, puis une série, un petit road trip, on va dire, avec deux back-to-back à l'extérieur. D'abord Utah et Sacramento, donc qui s'enchaînent les 13 et 14 novembre, puis OKC et Minnesota, donc gros road trip, et notamment la fin, là, ce deuxième back-to-back OKC puis Minnesota, ça va être très costaud. Ensuite, on revient à la maison pour 3 matchs à domicile contre Orlando, New York et les Lakers. Donc, globalement, c'est quand même une grosse, voilà, un gros programme, un programme chargé là sur les 10 prochains matchs des Suns. Comment toi tu vois les choses sur les 11 même en comptant en allant jusqu'aux Lakers, mais on peut couper, on va dire, jusqu'au Knicks le 21 novembre sur ces 10 prochains matchs. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que cette série de victoires peut se prolonger malgré l'adversité, parce qu'il y a quand même ne serait-ce que le déplacement à Dallas là juste après Miami qui s'apparente quand même à un gros test, d'autant plus qu'on les a battus, donc ils vont sans doute avoir envie de nous rendre l'appareil. Voilà, comment tu vois l'évolution des Suns là sur ce calendrier un peu court qui s'annonce? Bah, d'un côté, confiant parce que bah, de ce qu'on a montré et surtout de ce que ne montrent pas forcément les autres équipes. On a une conférence Ouest bah, qui est très resserrée, mais qui a aussi pas mal d'équipes qui ont bougé pendant l'intersaison, notamment Dallas, Sacramento qu'on va jouer 2 fois, qui ont aussi pas mal bougé. Minnesota, ça a bougé aussi, donc voilà, ils ont les mauvais côtés de ces changements, et notamment de l'irrégularité et le manque d'automatisme, et ça peut d'un match à l'autre tomber sur le mauvais soir où par exemple contre Dallas, Doncic va se réveiller, Kyrie va mettre ses tirs, et on sait que Dallas peut rester un très gros contender, mais on a réussi à les battre en jouant très bien, donc on a de quoi être confiant aussi d'un côté.
Pour le coup, je suis plutôt très confiant, enfin en tout cas plutôt confiant des matchs qui arrivent. Voilà, notamment Sacramento, ça montre un petit peu du moins bien. Miami aussi, ça devrait être prenable à la maison. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer, mais de ce qu'on voit sur ce début de saison, c'est pas la meilleure équipe de la ligue. Surtout là, la conférence Est qui a l'air vraiment en déclin un petit peu cette année, mais ça on va pas débattre là-dessus. Donc voilà, il y a quand même des gros matchs, notamment le déplacement à OKC et le déplacement le lendemain à Minnesota. Faudra essayer d'en prendre un, ça va quand même être compliqué, mais voilà, faudra réussir à en prendre un, ce serait déjà très fort. À part ça, voilà, on a Orlando sans Banchero, donc c'est pas la même équipe quand même, surtout vu le début de saison qui nous faisait. Voilà, New York aussi, c'est un peu tout blanc ou tout noir, j'ai l'impression. Donc il y a de la place à voir si voilà les équipes. En tout cas, on affronte beaucoup d'équipes qui ne sont pas dans la dynamique qu'ils espéraient, ou en tout cas qui n'ont pas encore énormément de certitude. Donc il y a la place. C'est sûr qu'il y aura. Voilà, ça m'étonnerait qu'on fasse 10 victoires de suite. Et là, bah, je pense qu'on fera un podcast. On fera un podcast. Pour se demander la bague déjà. C'est ça, pour se demander combien de bagues faudra prévoir pour le nombre de joueurs, c'est plus trop ça. Mais voilà, je pense qu'on peut aller chercher, s'il faut donner un pronostic, aller chercher autour de des 7 victoires, ce serait bien, ce serait vraiment un bon cap. 6 victoires, ce serait déjà un bon résultat qui, surtout, avec ce début de saison dont on parlait, voilà, t'as ces deux jokers, on va dire, pour l'instant sur sur le reste un petit peu de nos concurrents à l'Ouest. Voilà, j'ai pas envie de manquer de respect aux Warriors, mais je pense pas qu'on va tenir avec eux toute la saison. Donc voilà, je pense que autour de 7 victoires, c'est l'objectif à se fixer. 6, ce serait déjà réussi. Pas mal, ouais. Voilà, même si on gagne, j'allais dire que 6 matchs, ça ferait quand même un bilan de 12-5. Donc ça reste quand même un très bon bilan pour entamer une saison, surtout avec pas mal de changements. Donc voilà, je suis plutôt dans ces eaux-là. Je sais pas si tu vois autrement, ça m'étonnerait vu ta réaction. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, ce match-là, il est assez intéressant, mais faut pas le griller, le griller trop vite. Ça peut être effectivement un bon tremplin pour s'installer dans le haut du classement à l'Ouest. Et en fait, c'est ça dépend notamment de cette séquence-là de matchs qui arrive et de comment on arrive à maintenir sur la durée un bon niveau de performance, ce qu'il va falloir observer avec attention, c'est justement comment continuer à évoluer l'équipe en termes de projet de jeu, parce qu'effectivement, malgré tout, il y a quand même eu des hauts et des bas, et il n'y a pas vraiment une progression visible de l'équipe de match en match. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt sur courant alternatif vraiment que dans une, enfin voilà, sur courant alternatif avec plus de bons que de mauvais. En fait, en gros, on peut résumer ça le début de saison des Suns. Et en fait, finalement, les matchs sont un peu comme ça, même si il y a pas d'énormes trous d'air, mais il y a pas non plus d'énormes séquences. Alors, il y a eu quelques troisième cartons très réussis, notamment contre les Blazers, même le match d'avant contre les Clippers. Mais c'est vrai qu'il y a pas de il y a des séquences où l'équipe domine, mais il n'y a pas toute une mi-temps où on écrase vraiment l'adversaire. On a vu encore une fois ce blowout manqué contre les Blazers, qui nous a rappelé à de bien mauvais souvenirs. Donc ouais. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de blowout pour l'instant. C'est ça. Il y en a pas eu du tout. Il y a eu ce match référence là contre les Mavs. L'idée, c'est d'essayer d'un peu de prolonger un peu cette bonne élan, cette bonne dynamique. Et il y a de quoi faire, oui, au vu des adversaires. En tout cas, on n'a personne à craindre fondamentalement, même si le déplacement OKC, forcément, il fait peur à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, d'une manière générale, je pense comme toi qu'il y a moyen d'aller chercher au moins 6 victoires, peut-être plus, donc sur cette période là qui va du Heat jusqu'au Knicks, sachant que ça va être aussi le début de la NBA Cup. Je crois qu'on est dans le groupe notamment du Jazz et des Kings, je sais plus exactement, mais en tout cas on va jouer plusieurs matchs de la NBA Cup là dans les semaines qui arrivent, enfin voilà, dans les jours qui arrivent, notamment au milieu de ces matchs là, donc certains compteront aussi pour la NBA Cup. On en reparlera le cas échéant. Et ben écoute Malo, c'était un premier point assez intéressant là sur ce qu'on a vu sur le début de saison. On se retrouvera forcément très bientôt pour continuer à débriefer ce qu'on voit match après match du côté de Phoenix. Merci à toi en tout cas pour ce podcast compliqué, mais on est arrivé C'est ça. Non, c'était sympa, un petit peu compliqué, mais voilà, c'est sympa. On a pu revenir un peu sur ce début de saison, j'allais dire au global, mais aussi voilà avec des petits points précis sur ce début de saison qui se passe bien. Voilà, on va espérer que ça continue et qu'on se retrouve dans une semaine ou deux avec
le short sur les oreilles et, en se demandant, de quelle couleur va être la statue de Kevin Booker. Voilà, ça, Kevin ça Booker, conclut ouais, bien là, le podcast. c'est la fusion, ils ont fait un truc de... C'est Mais ça. effectivement, voilà, en tout cas, ce début de saison est encourageant. On en parlait dans la preview, on se disait, voilà, est-ce que ça va être le retour du kiff? Il y a vraiment eu des séquences très kiffantes de la part des Suns là, sur le début de saison. On va dire que la construction globale, tout ce qui a été fait là cet été, est validé par ce début de saison. C'est-à-dire que ça paraît être une très bonne idée d'avoir recruté Budenholzer. Ça paraît aussi, enfin les choix qui ont été faits au niveau de l'effectif, compte tenu de ce qu'on avait comme possibilité extrêmement réduite en termes de salary cap, ça paraît avoir été des bons choix aussi. En tout cas, moi personnellement, je suis pas du tout déçu du fait qu'on ait deux point guard maintenant dans l'effectif pour soutenir un peu nos porteurs de balles principaux. Donc effectivement. Voilà, pour l'instant, enfin pas tous les voyants, mais en tout cas les signaux sont plutôt au vert, aux Suns de confirmer, et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à nos auditeurs. Voilà, on s'excuse pour les petits soucis techniques qui rendront cette émission pas forcément facile à suivre pour vous, chers auditeurs. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Là, en ce moment, c'est un peu la série noire. On a un podcast qui a disparu il y a quelques jours à cause de ça, à cause d'un souci technique, à nouveau des soucis techniques pour l'enregistrement de cette émission, mais on espère que ça va bien. Des Suns pour qui tout se passe bien, nous ça se passe mal, mais voilà. Ça va se régler aussi. Il n'y a pas de souci. Ça roule. Eh ben, merci beaucoup, Malo, et à une prochaine, et à très bientôt à tous. Avec grand plaisir. Ciao. Allez, bye. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! that is just, The sun came out, I went about a drop. All right, so let's go. Shazam!